Bonjour les camarades, je suis ici avec Monika Karboska. Avant, on a enregistré vidéo en langue allemande, les vidéos qui étaient préparées en avance. La Monika a connaissé les questions que moi j'ai écrit dans les cahiers. Et maintenant, on va faire les conversations spontanées. Et voilà, ça c'est la différence. Pour moi, c'est plus facile en langue française quand même. J'habite ici depuis 10 ans. Bien, hier on avait le 10e anniversaire les mouvements de 12e ou 3e Color Révolution en Ukraine. Et, les contre-révolutions Euromaidan qui s'est fini en février 2014 avec putsch. Et la tragique situation maintenant en Ukraine, la nazification de ce pays et aussi la guerre et le nettoyage ethnique des populations russes et tout cette mauvaise truc, ça a commencé à Maïdan. Et je pense que ça c'est une bonne occasion pour commencer la discussion sur cette guerre. Et moi, j'étais toujours contre les livraisons d'armes pour le régime de Zelensky. Mais je pense que surtout maintenant, aujourd'hui, quand déjà les Américains ne veulent plus financer les nazis ukrainiens, et aussi comme on voit que aussi dans les médias occidentaux, les thèmes de guerre en Ukraine déjà n'est plus très important. Aussi, il n'y a plus ce drapeau nazi jaune et bleu partout. Chez moi, il y en a encore. Il y en a même deux. Hein, non, encore. Plessis Trévis dans le 94. Ils doivent bien recevoir de l'argent pour ça. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il faut recommencer la discussion pour les paix. Et pour la paix, ça veut dire pour finir avec livraison d'armes. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que cette guerre bientôt va finir. Déjà dans les médias occidentaux, dans les médias, et je ne parle pas des médias alternatifs, des gens comme nous en États-Unis ou ici, je parle des médias plus importants, les grands titres des médias bourgeois qui disent écoutez, peut-être faut maintenant commencer la discussion pour faire la paix avec la Russie. Il ne parle plus qu'il faut prendre la Crimée, il ne parle plus que son Donbass, on ne va jamais signer la paix avec la Russie. Maintenant, c'est la question de sauver la vie des citoyens ukrainiens, parce que de toute façon, cette guerre va finir bientôt, mais avec chaque semaine, cette guerre, plus de citoyens ukrainiens qui étaient forcés pour entrer dans cette armée Zelensky vont mourir. Les gens humanistes, les gens qui vraiment supportent le peuple ukrainien, et moi je me considère toujours comme ami du peuple ukrainien, vrai ami du peuple ukrainien. Les vrais amis du peuple ukrainien sont pour la paix. Et pour la paix, déjà, je pense aussi d'organiser les élections en Ukraine en mars 2024, nouvelle élection présidentielle. Et j'espère que dans ces nouvelles élections, va gagner quelqu'un qui est contre la guerre. Qu'est-ce que tu penses? Merci Michał de me donner la parole. Je suis contente de t'accueillir chez moi pour nos vidéos communes. Alors pour moi aussi, je suis contente d'avoir pu faire la vidéo en allemand avec toi. Mais bon, l'allemand ce n'est que ma troisième langue. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour moi de parler en allemand qu'en parler en français. Donc je suis contente de pouvoir parler en français avec toi et je pense que ça donnera une certaine notoriété aussi à ta chaîne qui est déjà assez connue, hein, puisqu'elle est connue même de mes ennemis, n'est-ce pas, mes anciens employeurs.
Bon, alors pour ce qui concerne l'Ukraine, oui, c'est le triste anniversaire, 10e anniversaire de cette espèce de grande manipulation monstrueuse et violente du Maïdan. Nous, Polonais, même sans être politisés, on savait tous que ça allait mal finir, hein. Je rappelle qu'à Noël, Noël 2013, donc en plein du Maïdan, j'étais en Pologne, donc à Tarnobrzeg dans ma famille, hein, et on regardait la télévision avec les Ukrainiens d'extrême droite, le Prawy Sektor, Svoboda, les nationalistes ukrainiens avec leurs coiffes caractéristiques, les chochoły. Même ma grand-mère, 90 ans, bon, faut dire que justement, peut-être, elle savait très bien que ça allait mal finir. Ma tante, à l'époque 65 ans, savait très bien que ça allait mal finir. On voyait ça avec de l'inquiétude. On voyait déjà la guerre venir en réalité. Et quand je suis arrivée à Varsovie, bien sûr, tous mes camarades communistes étaient très inquiets. Même les gens de gauche féministes étaient inquiets, tu sais, parce que c'était quand même une espèce de guerre, hein. Et puis quand la langue russe a été interdite en janvier, pour moi, c'était évident qu'il y aurait un éclatement de l'Ukraine. Un éclatement. Je me rappelle que je le disais à une militante française, altermondialiste, qui s'appelle Lise et qui était avec moi en Tunisie au Forum social mondial de Tunis, parce qu'à l'époque, j'avais été en 2013, on préparait le Forum social mondial à Tunis. Et on l'avait fait en 2013 et on préparait celui de 2015 parce qu'il y avait 2 forums sociaux mondiaux à Tunis. Et on avait invité une copine féministe tunisienne, Shiraz Bitrou, qui était en Pologne et qui était ici à Paris. Et devant Shiraz, j'ai dit, ça va mal finir, il y aura la guerre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont laissés prendre à la propagande du Maïdan, parce qu'il y avait cette pseudo-gauche ukrainienne qui disait oui, mais les Russes nous oppriment. Et comme évidemment les Français ont zéro connaissance de l'histoire de l'Europe de l'Est en général, voilà, donc ça a mal fini très très vite. Enfin, ça a bien fini pour les Criméens qui ont réussi très vite à se dégager de ça. Mais vraiment, in extremis, là on a senti tout de suite qu'il pouvait y avoir une guerre mondiale puisque la flotte américaine était tout proche de la Crimée et que la Russie a activé ses systèmes anti-nucléaires, quoi, en réalité. Voilà, et puis moi je suis allée en Grèce fin mars, j'ai revu les amis d'Odessa, de Protiv Tchétchène et le groupe trotskiste d'Odessa avec lequel j'étais en contact, ils nous ont parlé des manifestations anti-Maïdan. On a tout de suite compris que ça sera violent. À vrai dire, je ne pensais quand même pas que l'armée ukrainienne allait tout de suite tirer sur les gens, les civils dans le Donbass, hein. Je pensais qu'il y aurait une espèce de guerre civile, mais que bon, il n'y aurait pas autant de massacres de civils. Il y a eu tout de suite des massacres de civils et bien sûr le massacre d'Odessa. Écoute, je pense que la guerre, c'est quelque chose qui est venu après. Fin avril 2014. En début de ce mouvement, il y avait d'autres mensonges. Les gens qui sont sortis dans la rue il y a 10 ans, ils ne parlaient pas que notre objectif, c'est préparer la guerre. Non, non. Pendant cette guerre, 500 000 de citoyens non, ukrainiens ça on leur a vont pas dit. mourir. C'est comme Solidarność, Oui, c'est vrai. oui, C'est comme oui. Solidarność. Moi- Nous aussi, on nous a pas dit qu'on allait détruire notre pays, bien sûr. Je pense qu'il faut parler de quelques mensonges qui étaient pendant ce Oui. mouvement. Premier mensonge, et les médias occidentaux, mais aussi les extrêmes gauches en pays occidentaux, présentaient ce mouvement comme le mouvement contre les oligarques. Oui. Déjà, il faut décrypter que ça n'a rien à voir avec la réalité. L'Ukraine est toujours un pays dominé par oligarchie et je pense qu'avec le pouvoir de Zelensky, pendant la guerre, cette nouveau mode économique que Zelensky a inventé, qu'il va voyager partout dans le monde et prendre d'argent partout où Oui. il trouve. Il a créé même les oligarques plus puissantes Oui. qui étaient pendant à 2013. Ah non, je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, les oligarques, de toute façon, les oligarques, comme Dimitri Firtash, il est tout de suite parti en Angleterre, ils possèdent des immeubles, il n'y a aucun problème, hein. De toute façon, eux, en réalité, je pense que oui, les oligarques sont encore plus puissants, hein. Même le Donbass n'a pas réussi a mis beaucoup d'années à nationaliser les biens de Rinat Akhmetov quand même, hein. Yanukovych n'avait jamais d'argent
qu'on peut comparer avec d'argent Déjà, que on peut pas, maintenant oui. Zelensky Oui, oui. a trouvé en Oui. États-Unis et partout dans le Partout, hein, monde. en France, l'Union Ah oui, européenne. oui. L'Union européenne ne donnait pas des milliards comme elle le donne maintenant pour faire tuer des Ukrainiens. Et là, je reviens à ce que tu as dit. Oui, cette guerre, c'est avant tout une destruction d'un peuple slave, d'un peuple russe, russophone. C'est la destruction du peuple ukrainien. Oui, moi je pense qu'il doit y avoir au moins 300 000 morts déjà. Ça fait un an. Non, plus, beaucoup Plus, plus, beaucoup probablement. plus. Alors moi, je donne que les chiffres bas, là. Et puis, effectivement, l'Ukraine est vidée de ses habitants. Il y a des millions d'Ukrainiens partout. J'en ai vu Mm. plusieurs millions en Pologne. Enfin, il y a des endroits en Pologne où il y a plus d'Ukrainiens que de Polonais. C'est simple. Hein. C'est vraiment, c'est terrible. En Roumanie aussi, énormément d'Ukrainiens, y compris des jeunes hommes, essaient de passer par la frontière verte pour aller ailleurs, mais où, voilà. En Bulgarie, parce qu'en Bulgarie où j'étais en été, il y avait des Ukrainiens, en l'occurrence russophones. Alors on voyait bien, parce qu'on les voyait parler russe et être relativement tranquilles là-bas, puisque les Bulgares sont massivement contre l'OTAN, sont massivement contre la guerre qui est à 500 km de chez eux quand même. Hein. Les avions, c'est au-dessus de chez eux que ça passe. Et de toute façon, le gouvernement bulgare est sous pression pour aussi donner de l'argent et des armes à Zelensky. Et le peuple est massivement contre la guerre et massivement contre l'intervention américaine. Effectivement, les Ukrainiens russophones, les russophones sont tranquilles là-bas. Mais ils avaient des voitures qui étaient immatriculées en Ukraine, donc on les voyait bien. Mais tout ça, ça fait qu'un pays de l'Est est vidé, détruit, bombardé, voilà, démembré en réalité. Et oui, la seule solution de s'en sortir, c'est la paix, c'est des négociations. Mais bon, comment dire, parfois je suis mitigée, parce que moi j'aurais aimé que la Russie puisse prendre et sécuriser Odessa. Je pense toujours à Odessa, qui est quand même la garantie de la viabilité de l'Ukraine. Sans Odessa, l'Ukraine n'est pas du tout viable, ça devient une espèce d'état croupion. Mais avec Odessa, c'est la garantie que la guerre va continuer, parce que Odessa est russe et doit le rester. Donc, à la limite, dans ces négociations, il faudrait qu'Odessa puisse être une espèce de ville libre, réellement administrée. Si l'Occident n'acceptera jamais qu'Odessa soit russe, à ce moment-là, que Odessa puisse être, ne pas bandériste au moins. Voilà, qu'elle ne soit pas bandériste, que les gens qui vivent à Odessa puissent utiliser leur langue, leur culture, qu'on ne les force pas à devenir bandéristes. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Oui, Attends, moi, parce que tu as déjà parlé d'Odessa, je voudrais dire que la solution que moi je propose, et que si quelqu'un dans les Nations Unies ou d'autres organisations pareilles écoute ça, ça c'est les propositions de Michel. Ma position c'est cesser de feu tout de suite. Et moi, je suis pour les référendums partout. Dans toutes les régions ukrainiennes, poser la même question. Est-ce que tu veux être citoyenne ukrainienne? Est-ce que tu veux être citoyenne fédération russe? Est-ce que tu es pour, je sais pas, région indépendante? Moi, je ne suis pas supporter que les armes russes attaquent Odessa et prennent Odessa par la force. Moi, je pense qu'il faut organiser référendum à Odessa, à Kharkov, à Kiev, bien sûr dans Mira, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas ouais. une mauvaise idée, c'est une idée pacifique, que les Mm. gens des Nations Unies nous écoutent. Le problème, c'est que comme l'Ukraine est vidée de ses habitants, il Mm. faudrait que les habitants de l'Ukraine puissent revenir là où ils habitaient avant, les 10 millions d'Ukrainiens qui sont partis. Mm. Et il ne faudrait pas non plus que Kiev amène des bandéristes exprès à Odessa et dans les régions pour pouvoir gagner le Non, référendum. bien Tu vois sûr, ce que je veux dire? non, Il faudrait que ça soit un oui, référendum oui, régulier oui, et oui, bien oui, surveillé, tu oui, vois, oui. par des États indépendants comme Chine. la Chine, Mm. comme, je sais pas, l'Iran, voilà, les Africains, qui, voilà, l'Amérique latine, pourquoi pas, Bolivie, je suis pour, hein, tout à fait, hein, pourquoi pas. Bon, je vais retourner sur l'anniversaire de Maïdan et parler du 12e mensonge. 12e mensonge très important, c'est que ce mouvement était présenté dans les médias occidentaux comme le mouvement pro-européen. Pro-européen, ça veut dire que les Ukrainiens vont devenir membres de l'Union européenne et aussi l'Union européenne supporte l'accession de l'Ukraine en Union européenne. Depuis 10 ans, on observe comment les élites
européens sont hypocrites, Ouais. qu'ils ne vont jamais accepter les Ukrainiens dans les rangs de l'Union européenne. Et déjà, si vous posez la question à les populations polonaises, est-ce que tu veux que l'Ukraine devenir les membres de l'Union européenne? Et là, les agriculteurs polonais maintenant vont faire la concurrence avec les grands multinationales agriculteurs en Ukraine. Oui. Ou les gens qui font les blocages depuis 12 semaines, blocage des frontières. Je parle des chauffeurs de poids lourds. Oui, c'est ça, oui. Il y a les gros mouvements de blocage des routes, des frontières avec l'Ukraine. Et aussi pourquoi ils font blocage? Parce qu'ils ne vont pas les concurrences avec les chauffeurs livreurs, avec les chauffeurs poids lourds d'Ukraine. Oui, je suis d'accord, oui. L'économie polonaise est pareille pour l'économie ukrainienne. C'est l'économie des manœuvres pas chères. Oui. Et non, et si les Ukrainiens vont entrer dans les unions... Ça va faire encore baisser le salaire à 200 €, puisque malheureusement, il y a des Ukrainiens qui, déjà avant la crise, acceptaient des salaires de 400 €. Il ne faut pas oublier qu'on était en contact avec des travailleurs détachés ukrainiens, qui venaient avec des contrats lituaniens d'ailleurs, polonais ou bulgares, et ils travaillaient sur les chantiers ici en France à 400-500 €. Je le sais par les syndicalistes français, donc... Voilà, j'ai même fait une enquête sur les chantiers de Paris, les chantiers du Grand Paris en 2019, et il y avait des Ukrainiens. D'ailleurs, on était en 2019, avant le Covid, en train de monter, d'essayer de monter un groupe pour essayer d'aider ces Ukrainiens à leur expliquer que le salaire de base en France, c'est pas 400 € quand même, hein, voilà. Et ici même, ici dans mon quartier, il y avait des minibus avec des Ukrainiens, immatriculés Moldavie ou Roumanie, et il y avait 30 mecs qui étaient ici dans un appartement et qui étaient envoyés comme des bestiaux, comme des esclaves sur des chantiers. Ça, c'était avant la crise. Imaginez, enfin, c'était là maintenant, les 10 dernières années, mais imaginez, avec l'entrée dans l'Union européenne, bah, ça aurait été la norme finalement. Oui, effectivement, la plupart des peuples européens sont contre l'entrée de l'Union de l'Ukraine dans l'Union européenne, guerre ou pas guerre, et notamment aussi les Bulgares et les Roumains qui craignent beaucoup aussi la concurrence des produits agricoles. Je suis d'accord. Et ça, faut expliquer à les populations. Faut pas que vous me compreniez que moi je suis contre l'Ukraine en accession Ukraine en Union européenne. Moi je suis contre l'Union européenne. Oui, c'est ça. Mais si vous faites la guerre contre la Russie parce que vous voulez être membre de l'Union européenne, vous devez comprendre que les élites européennes vont toujours chercher les excuses pour vous pas accepter dans les rangs de l'Union européenne. Et ça c'est triste que pendant les dernières 10 ans, vous êtes manipulés et à cause de ça, beaucoup de gens en Ukraine sont morts, oui, sont morts. Mais bon, après, oui, c'est effectivement une destruction d'un État slave et d'une population slave, d'une population d'Europe de l'Est. Hein. Donc, il y a un côté raciste dans cette guerre, effectivement. On utilise des sous-hommes, des gens que les élites occidentales considèrent comme des sous-hommes, comme des espèces de chiens qu'on lance contre la Russie. Mais ils ont toujours voulu faire ça, nos chers occidentaux. Hein. Bon, il y a Hitler, bien sûr, mais en 1944, les Américains allaient utiliser, les Anglais voulaient utiliser les Polonais pour les lancer contre la Russie. Ils ont même créé des services spéciaux hein, de Londres, à partir des Polonais qui étaient à Londres, pour en faire des commandos de subversion contre l'Union soviétique. Ils ont utilisé aussi après les Français, je veux dire... C'est pas d'aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est une espèce de racisme structurel au sein des élites de la bourgeoisie occidentale, voilà. Et ça, malheureusement, je suis désolée, Mira, mais ça, on l'a senti, on le savait dès 2013. Enfin, tu le savais, je le savais, beaucoup de gens le savaient, mes copains hongrois communistes le savaient. Enfin, on le savait, même des gens pas très radicaux le savaient en Pologne que c'était très dangereux. Et voilà. Et puis, on se retrouve prisonnier finalement de cette bourgeoisie européenne mondialiste qui fait de nous de la chair à canon, voilà, pour ces guerres coloniales d'une certaine façon, parce que voilà, c'est utilisé, c'est effectivement un peu comme la France utilisait ses soldats coloniaux aussi, tu vois, c'est comme si l'Union européenne, c'était une classe bourgeoise qui utilise ses soldats coloniaux, ukrainiens, polonais,
pour faire ces guerres d'agression vis-à-vis des autres peuples indépendants, comme la Russie ou la Chine. Oui, mais c'est encore pire. Les trucs qu'ils ont fait avec les Ukrainiens, c'est encore pire qu'ils ont fait avec les Sénégalais ou d'autres. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le système que les hommes vont aller dans les guerres et les Ukrainiens sont venus dans les pays occidentaux, soit pour se marier avec si ils ont chance, ils sont mariés, s'ils n'ont pas les chances, ils vont faire le sexe avec les mecs des occidentaux, mais comme prostituées. Oui, tu parles des femmes ukrainiennes, Ah oui, bien oui, sûr. moi, Les Ukrainiennes sont utilisées comme de la chair à bordel depuis longtemps déjà, depuis 10-15 ouais, ans, quoi, tu vois, mais plus de 10 ans. avec les pouvoirs de Zelensky, c'est accéléré. C'est accéléré, oui. Et c'est vraiment, ils ont divisé la société ukrainienne. Les mecs vont mourir, les femmes vont travailler dans les Ouais, bordels. et en fait, c'est la vente du corps de la femme, que ce soit par la GPA, la gestation pour autrui. Tu sais, les ventres des femmes ukrainiennes sont vendus. Ah oui, Et, ou le sexe, effectivement, comme étant... ouais, tout à fait. Et tu sais, je vais te dire, même donner un exemple. J'étais dans le bus Sindbad, donc de Pologne, en rentrant de mes vacances, de mon séjour en Pologne et dans les autres pays de l'Est. Et donc dans ce bus Varsovie-Paris, qui s'arrêtait en Allemagne, à côté de moi était assise une toute jeune fille, qui je pense avait 15 ans, qui était une Ukrainienne qui allait voir un oncle en Allemagne. Et d'après son discours, alors déjà elle voulait me parler, elle me demande si je parle ukrainien. Alors moi je joue un peu la nationaliste polonaise, je lui dis non, je ne parle pas ukrainien, mais puisque tu es en Pologne, tu peux apprendre le polonais. Je lui dis, si tu vas en Occident, tu as intérêt à apprendre l'allemand ou le français, puisque tu ne parleras aucune autre langue là-bas que les langues nationales. Je lui fais bien comprendre que l'Occident ne veut pas de filles comme elle. Alors elle accepte de me parler russe finalement. Et qu'est-ce que je comprends? Eh bien qu'elle va voir un oncle, qu'elle est soi-disant de Mariupol. Elle me fait tout un discours très bizarre. Et j'ai vite compris qu'elle faisait partie du trafic humain, qu'elle allait probablement dans un bordel, que c'était une gamine sans parents, vendue, et qu'elle allait retrouver un proxénète, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, donc même ça. Et puis j'ai vu aussi en Bulgarie des enfants tout seuls, à côté d'une agence de bus, ukrainienne en fait. Sur la gare de Varna, il y avait des agences spéciales qui véhiculent les Ukrainiens en Occident et en Europe et en Ukraine. Et là, il y avait des enfants aussi qui étaient sans parents. On se demandait ce qu'ils font là-bas, ces enfants. Et franchement, je vous avoue, c'est vraiment, la guerre, c'est ça, quoi. C'est le trafic des êtres humains et c'est structurel, quoi. En armant l'Ukraine, en lui donnant les armes produites ici et payées par ici, en lui donnant l'argent à Zelensky, l'Occident est totalement complice du trafic d'êtres humains. Bon, je voudrais parler maintenant sur la troisième mensonge pendant le Maïdan. Il y a beaucoup de mensonges. On va finir notre vidéo en 45 minutes. Ah non, 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 avant je vais parler le troisième mensonge. Je vais mentionner que j'ai interviewé camarade Saïd Bouamama. Ah oui, d'accord, oui. Sur d'autres chaînes Rebirth of Communism. Et je lui posais la question, comment ça se fait que dans le même moment dans les frontières polonaises, ils n'ont pas, ils sont pas laissés entrer les gens en frontière avec Biélorussie, les gens qui venaient d'Irak, Afghanistan, Syrie, tout ça. Et ils ont laissé entrer les Ukrainiens. Et le Saïd Bouamama a précisé que c'est le racisme. Je suis totalement d'accord avec lui. Bon, maintenant je vais parler du troisième mensonge. Troisième mensonge, que le mouvement de Maïdan était présenté dans les médias comme le mouvement démocratique. Démocratique, ça veut dire que depuis 2013-2014, les Ukrainiens sont plus démocratiques qu'étaient avant. Ça, c'est bien sûr, il n'y a rien à voir avec la réalité. Je voudrais dire que Zelensky, depuis qu'il est en pouvoir, il a fait délégaliser toutes les oppositions, Oui. tous les médias oppositionnels. Il persécute les gens dans les partis oppositionnels, mais aussi il persécute maintenant aussi ses anciens amis.
les anciens amis et aussi les anciens protecteurs de Zelensky. Il persécute beaucoup, par exemple, Kolomoïski, oligarque Kolomoïski. Zelensky, c'est un dictateur qui ne veut même pas organiser les élections en mars 2024. Mais bien sûr, ça commence depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est impossible de parler de démocratie en Ukraine comme les millions de citoyens ukrainiens qui parlaient langue russe étaient discriminés. Oui. Et cet mensonge que c'était les mouvements démocratiques et aussi que la guerre aujourd'hui en Ukraine, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre la démocratie et le régime autoritaire. Oui, oui. C'est un mensonge fasciste. Non, il faut rajouter très vite, même pour Poroshenko, là, déjà délégaliser le Parti communiste. Les militants ont été emprisonnés, assassinés. Beaucoup d'amis que nous connaissons, que je connais personnellement, ont été de mouvements de gauche, de Borodba, de Protiv Tchitchanie, du Parti communiste ont été obligés de partir, d'aller en Crimée ou de partir en Russie, puisque sinon leur vie était en danger. L'extrême droite, le SBU venait les arrêter ou venait les tuer. On ne sait pas, il y a la disparition de certains proches, déjà les familles des victimes du 2 mai, du massacre du 2 mai. Déjà le massacre du 2 mai, les assassins courent toujours. L'interdiction de fêter le 1er mai, le 8 mai, de fêter les fêtes de libération du nazisme, la promotion du bandérisme, du nazisme, des SS. Enfin bon, c'est hallucinant comment on peut dire que ce pays est démocratique. Voilà, c'est juste que l'Occident, les citoyens occidentaux sont très amorphes. Bon, à part les Allemands connaissent mieux l'histoire. Mais c'est vrai qu'en France, l'histoire ukrainienne est complètement inconnue. L'histoire des pays de l'Est est inconnue. C'est aussi parce que des gens comme nous on est quand même diplômés en histoire et on nous empêche d'enseigner l'histoire, les amis. C'est ça aussi. Moi, je suis diplômée en histoire depuis 1995. Moi, j'étais censée enseigner l'histoire à des enfants ici. Enfin, d'abord, j'étais censée l'enseigner à Varsovie, l'histoire de l'Occident. Après, je devais, avec mon diplôme, enseigner l'histoire ici. J'ai rien pu enseigner du tout. Et ceux qui enseignent l'histoire, ils enseignent des mensonges. D'ailleurs, on le sait par des étudiants qui nous le disent. J'ai des amis qui sont étudiants à la fac à la Sorbonne aujourd'hui. On leur fait la promotion de Bandera. On leur raconte des bêtises. On leur dit, par exemple, il y a des profs même à l'INALCO ou à la Sorbonne qui racontent que c'est finalement les Polonais qui étaient responsables du massacre de Wołyń en 1943, tu vois. Ah si. Il y a des choses abominables qui se passent là maintenant. On raconte des mensonges, quoi. Voilà. Et donc voilà, et ces mensonges deviennent institutionnalisés et il y a une forme de fascisation de l'Europe au niveau des élites, bien sûr. Et le peuple est un peu trop amorphe, il faut dire. Mais c'est compliqué de se défendre parce que on est dans le capitalisme qui nous empêche aussi de nous organiser et d'avoir un pouvoir efficace. Bon, comme je dis, je pouvais beaucoup de parler sur les mensonges pendant le mouvement Maïdan, mais je vais accélérer et je vais dire quelques mots sur la mensonge des médias ukrainiens et occidentaux aujourd'hui. Les trucs que je vais vous expliquer, camarades, chers camarades, maintenant je vais dire quelque chose de très très important. Écoutez bien. Et les trucs que je dis, moi, peut-être mon accent est fort, peut-être je ne conjugue pas les mots correctement, mais je sais ce que je vais dire. Et je vais dire les trucs importants. Il n'y a pas la guerre en Ukraine. Il n'y a pas la guerre en Ukraine. Il n'y a pas la guerre en Ukraine parce que depuis le début, tout ce truc avec les spéciales opérations militaires était organisé pour ça que les oligarques russes peuvent continuer le commerce avec les oligarques ukrainiens et les oligarques européens. Depuis toujours, il y a les gazoducs, Amitié, gazoduc Družba, Przyjaźń, qui passe par Ukraine avec les gaz russes. Oui. Et tout ce discours de Zelensky, si tu importes les gaz russes, tu finances les terroristes États russes et tout ça, faut dire que depuis le début des spéciales opérations, il y a Zelensky, il paye à la Russie pour cette gaz
Oui. il paye avec de l'argent de Zelensky, il finance les armes russes. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour 12 raisons. Première raison, bien sûr, ça c'est parce que la guerre, la guerre, c'est Netanyahu, il a expliqué le monde qu'est-ce que c'est la guerre. La guerre, ça c'est le total. Déjà, c'est la fin des relations commerciales avec quelqu'un avec qui tu fais la guerre. Aussi, la guerre, c'est méprise total des nations avec qui tu fais la guerre. Et les gouvernements israéliens, comme ils parlent des Palestiniens, ils parlent que ce sont les animaux et tout ça. Il y a d'autres trucs. Que si l'Ukraine c'est en guerre avec la Russie, c'est interdit pour tout le monde, pour tous les pays occidentaux, d'envoyer des armes en Ukraine. Ouais. C'est impossible de gagner d'argent pour les complexes militaires industriels en États-Unis et envoyer les armes en Ukraine parce que ça c'est les crimes. Comme ça, ils sont tous d'accord que on va parler de guerre, mais en fait, c'est pas la guerre. Et c'est vraiment cynique et hypocrite. Ouais. Mobiliser les citoyens ukrainiens aller lutter avec et mourir, mais dans le même moment, Zelensky et les oligarques avec qui il est proche, ils gagnent d'argent avec l'export avec les commerces, avec la Russie. Et aussi, il y a les grosses différences. Qu'est-ce que c'est la guerre? Si vous voulez voir la guerre, vous pouvez comparer les Gaza avec Kiev. Bien sûr, il y avait les raquettes qui sont tombées sur Kiev. Peut-être où il y avait les gens civils qui sont morts à cause de ça, et ça c'est triste. Mais ça n'a rien à voir avec la vraie guerre qui se passe maintenant dans les zones de Gaza, où toutes les villes sont totalement détruites et toute la population doit quitter, et il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas l'essence, il n'y a rien là-bas. Ça c'est vraiment les catastrophes. Bon. Non, mais tu as raison, je suis d'accord. En réalité, c'est pas vraiment une guerre. En Ukraine, là, c'est une guerre de la bourgeoisie mondialiste contre les peuples. En fait, il faut dire ça comme ça. C'est qu'effectivement, oui, le gaz russe continue à arriver. Moi, je l'ai vu en étant en Bulgarie. Le gaz russe arrive en Bulgarie. Une partie de ce gaz que la Bulgarie utilise est envoyée aussi en Ukraine contre la Russie. D'ailleurs, c'est ce que disaient les Bulgares. Les Bulgares me disaient, la Russie ferait mieux de bombarder les raffineries de Bourgas. Ça, ce serait la meilleure des choses à faire. Parce que c'est dans ces raffineries-là qu'est fait le pétrole, qui est raffiné le pétrole, dont l'essence est envoyée après en Ukraine. Donc c'était assez drôle, assez triste. La vraie guerre, c'est celle de la bourgeoisie contre les peuples, puisqu'en fait, c'est une extermination du peuple ukrainien. Et puis, voilà, et on ne peut pas, la vraie guerre, c'est la guerre qui est faite au peuple palestinien à Gaza, oui, tout à fait. Gaza, c'est vraiment un génocide, puisque c'est aussi un lieu qui est enclavé, dans lequel ça fait, voilà, 50 ans que les gens ne peuvent pas vivre normalement. Les Palestiniens, de toute façon, ont été ghettoisés, n'est-ce pas, sur leur propre territoire. Et Gaza, c'est particulièrement violent, puisque c'est régulièrement, n'est-ce pas, qu'Israël les bombarde. Et là, c'est vraiment, ils essayent de faire un génocide en prévision de ce que tu m'as raconté, mais il y a d'autres personnes qui m'en ont parlé, du fait qu'il voudrait construire un canal de Suez bis, n'est-ce pas? Ça me semble intéressant de creuser cette information, et que ce canal de Suez bis passerait par Gaza, concurrencerait le vrai canal de Suez, et à ce moment-là, ferait tomber l'Égypte, et ça c'est vraiment une idée d'Israël, et je pense que, voilà, nous devons cesser d'armer, cesser de soutenir Israël. Les Israéliens doivent être mis en tant que peuple en face de leurs responsabilités, qui sont les auteurs et les complices d'un génocide, de la destruction d'un peuple. Et voilà, ils ne peuvent plus se cacher derrière le fait que des populations juives ont été assassinées par des nazis allemands et ukrainiens, d'ailleurs, il y a 80 ans,
parce que voilà, ceux qui sont morts, et ce sont les Israéliens d'aujourd'hui sont responsables de ce que fait leur État et de ce que fait leur peuple. Ça, ils ne peuvent pas échapper à cette responsabilité. Et la réalité, c'est que oui, à Gaza, le Gaza qui de toute façon était déjà invivable, bah voilà quoi, le génocide est fait avec les bombardements, avec l'embargo sur la nourriture. Et nous, en tant qu'Européens, nous sommes évidemment complices, consentantes. Enfin, les peuples sont malheureusement, les peuples sont mitigés, n'est-ce pas? Mais les élites sont totalement complices de la politique américano-israélienne là-dessus. Oui. Je suis d'accord et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, oui, tout à fait. Bon, mais je pense que faut aussi un peu rigoler de toute cette situation. Il y a les trucs que moi je trouve que sont positifs. Je veux aussi dire les self-critiques. Je voudrais un peu critiquer moi-même. Ça, c'est les bonnes traditions du parti bolchevique. Oh, mais on n'a pas de chef, hein. On n'a pas Staline attends, pour t'obliger de faire ça. Attends. Moi, comme je dis, depuis toujours, je suis contre envoyer les armes en Ukraine. Je suis contre pour deux raisons. Première raison, bien sûr, c'est on a déjà expliqué que cette arme provoque la guerre. Plus d'armes, plus de guerre, plus de gens sont morts. Mais aussi, je suis contre parce que ça, c'est le vol. Ça, c'est le vol de nous, des travailleurs qui vivent ici, qui payent des taxes. Avec notre argent, ils ne construisent pas l'école, l'hôpital ou les trucs qu'on peut utiliser, ou augmenter notre salaire, augmenter je sais pas, les allocations, mais non, tout cet argent, ça va en Ukraine. Et moi, j'étais toujours contre ça. Mais, j'ai oublié que l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu dans le monde. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que depuis toujours, dans les guerres coloniales, les pays occidentaux avaient avantage qu'il y avait les armes qui étaient meilleures que les pays coloniaux. Et grâce à oligarques ukrainiens, les armes la plus sophistiquée, l'arme américaine, la plus sophistiquée arme produite en Europe, était vendue pour les gens en Afrique, était vendue pour les gens en Palestine, était vendue dans, on ne sait même pas où. Ça, on les aura bientôt ici. Hein, donc, non, ouais. mais je pense que maintenant je vois qu'avec notre taxe, les armes très sophistiquées entrent dans les mains des mouvements anticoloniaux. Et ici, je voudrais dire merci pour tout le monde qui faisait les propagandes pour Zelensky. Merci camarades, grâce à vous maintenant le mouvement anti-impérialiste dans le monde est plus fort. Bon, moi, je suis un petit peu plus négative vis-à-vis de ça. Je ne suis pas aussi optimiste. Hein. Moi, je pense que c'est surtout les mafias qui sont de toute façon à la solde de la bourgeoisie et servent à terroriser le peuple, hein, qui vont s'en servir. Et que bientôt, tu verras des attentats en France, aux mortiers, aux drones. Et après, ça sera un prétexte pour la répression du peuple en Occident, parce qu'on aura laissé les oligarques vendre ces armes à des mafias. Ça, c'est surtout ça ce que je pense. Je ne suis pas tout à fait sûre que vraiment les vrais peuples, les mouvements de libération y auront accès. J'espère, mais je ne pense pas que ce sera comme ça. J'ai plutôt l'espoir et j'espère que justement des pays comme le Burkina Faso, le Niger aussi, attendez les amis, il faut vous dire que le Niger est sous embargo. Je viens de recevoir des informations du Niger par des syndicats. Le Niger est sous embargo puisque les ports du Bénin, du Togo ont été bloqués, le port d'Abidjan aussi, et les produits alimentaires qui arrivaient au Niger pour nourrir les villes, puisque c'est un pays qui a une bonne partie agricole, mais c'est un pays désertique, hein, donc il a besoin pour nourrir des villes, il a besoin d'apporter de la nourriture. Ces ports sont bloqués et le Niger ne peut plus importer de nourriture. Donc moi j'aimerais bien au contraire que les Nations Unies on n'y compte pas trop, mais la Chine et la Russie mettent la pression sur l'Occident pour que ça s'arrête, tu vois, parce que le Niger il a besoin de manger pour pouvoir rester indépendant. Et je voudrais que plutôt la Russie soutienne le Burkina Faso, le Niger, le Mali,
La fraction du Sénégal qui voudrait se chasser les Occidentaux, pourquoi pas, pour que justement ces pays puissent être réellement indépendants et que l'armée française rentre avec armes et bagages, c'est le cas de le dire, parce qu'elle n'a rien à faire là-bas, et que l'armée américaine aussi dégage de là-bas, et l'armée allemande et tous les autres, qu'on laisse ces pays se débrouiller tout seuls, ils n'ont pas besoin de l'Occident, qu'ils puissent être indépendants, et à ce moment-là, oui, on leur achètera leurs fournitures, leur uranium, on les achètera leurs ressources au prix du marché. Mais c'est à nous de prendre le pouvoir, ici en Occident, pour pouvoir après, pour que nos oligarques à nous ne nous exploitent pas et que nous puissions vivre correctement. Voilà, on ne peut pas baser non plus la toute petite prospérité occidentale sur l'exploitation des ressources des pays tiers. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Et on ne peut pas être complice de la bourgeoisie occidentale pour ça. Les peuples de l'Occident doivent se rendre compte, ils commencent à se rendre compte. Les gilets jaunes commencent à voir le lien entre l'exploitation de l'Afrique et la France. Ils commencent un petit peu à comprendre les liens entre ces choses-là. Et j'espère que bon, on y arrivera avec une révolution mondiale, mais on a besoin de structures un peu bolcheviques pour créer des États vraiment populaires, qui sont pour le peuple et pas pour des espèces de pseudo-élites mafieuses qui malheureusement aujourd'hui nous gouvernent. Bon, je voudrais dire le 12e blague. Aussi, je voudrais saluer les élites des Occidentaux pour les questions ils sont très très efficaces pour détruire le nationalisme en Ukraine. Que le nationalisme en Ukraine, c'est le vrai problème. Et même camarade Staline ne savait pas comment détruire ce nationalisme. Et grâce à l'élite européenne, on a vu que la plus radicaux fascistes nazis ukrainiens, ils vont plus partager ces fanatiques visions du monde parce que déjà il était dénazifié par les soldats russes. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Il y a une bonne partie, Oui, dont on s'est débarrassé, heureusement. D'accord, mais ce sont les élites occidentaux qui poussent Oui. eux là-bas. Et deuxième truc, pour nationalistes, le plus important, c'est avoir la terre qui est propre ethniquement. Oui. Ça, c'est si vous prenez les articles de Bandera, Oui. il a parlé, nous, on devait avoir les Ukrainiens propres, sans Polonais, sans Juifs, sans Russes, sans d'autres Hongrois, Roumains. Exactement, oui. Et les Européens vont totalement finir avec ça. Avec toute cette vague d'émigration où les Ukrainiens sont dispersés totalement Oui. dans chaque pays Union européenne, mais aussi en États-Unis, mais aussi en Canada, mais aussi en Russie. Partout, les Ukrainiens sont dispersés et dans la majorité de ces pays, ils vont être assimilés. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que du fait de la guerre que l'Occident a voulu, effectivement, la dispersion je pense, au moins de 5 à 10 millions d'Ukrainiens dans tous les pays occidentaux, plus ça dure, plus ces personnes vont être assimilées. Même là, hein, récemment, j'ai vu des enfants ukrainiens que je ne voyais pas dans mon quartier. Je les ai entendus parler ukrainien, et ukrainien, tu sais, pas russe, hein, vraiment ukrainien. Et c'était des gamins d'une dizaine d'années. Et effectivement, il parlait de l'école française dans laquelle il allait. Eh bien, je me suis dit, tant mieux, parce qu'ils seront ensemble avec les Maghrébins, les Africains, ça va leur faire une bonne leçon. Ils comprendront, voilà, qu'ils ne sont que des migrants. Ils accepteront les peuples d'Afrique et du Maghreb, et ils vont finir par devenir des vrais prolétaires français. Et ça, c'est pas trop mal. Quand je dis français, c'est évidemment avec le prolétariat français qui est d'origine immigrée, comme tout le monde, comme nous tous. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Mais à condition, bien sûr, qu'on ne permette pas, quand je dis on, c'est que nous, les peuples, qu'on soit attentifs au fait que les bandéristes ne créent pas des enclaves, tu sais, des structures bandéristes à l'intérieur de ces minorités. Et qu'au contraire, il n'y ait pas de radicaux fascistes ukrainiens qui nous sautent à la gorge à un moment donné. Je pense qu'ils ne le feront pas en Occident, mais par contre, ça craint en Pologne, hein, parce qu'en Pologne,
comme il y a 3 millions d'Ukrainiens, il y a beaucoup de soldats aussi ukrainiens en Pologne. Je ne sais pas si tu as remarqué. Moi-même, j'ai vu des soldats ukrainiens en uniforme, en permission. Et ce sont des gens qui reviennent du front, qui sont soignés là-bas, qui se reposent là-bas, qui se promènent comme s'ils étaient chez eux, hein, franchement. Hein. Ça craint vraiment. Moi, je pense que dans les endroits où il y aura des Ukrainiens trop rassemblés, là, il y aura des vrais foyers bandéristes. Et là, il faut être très, très attentif là-dessus. Sinon, pour les autres, oui, ils vont s'intégrer, forcément. Ils seront obligés. Parce que le capitalisme est impitoyable. Hein. S'ils ne travaillent pas, ils ne mangeront pas. Ça, c'est évident. Hein. Cette espèce d'aide sociale, ça ne durera pas éternellement. C'est déjà fini, en réalité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, des Ukrainiens reçoivent des HLM gratuitement tout de suite en arrivant. Ça, c'était la première vague. Maintenant, parce que peut-être que la bourgeoisie française pensait que les Russes allaient céder. Les Russes n'ont pas cédé. Donc, justement, bah, la guerre continue. Il n'est pas, et cette aide sociale qui était dispensée généreusement ne l'est plus. De toute façon, les, hum, les stratégies des pays occidentaux, c'est toujours trouver les idiots qui vont mourir pour C'est eux. ça. Malheureusement, la Euh, bourgeoisie occidentale a déjà fait ça longtemps. D'ailleurs, elle a d'ailleurs utilisé d'abord son propre peuple dans les guerres coloniales. Que la France, en 1830, elle a utilisé son propre peuple pour qu'il ne fasse pas la révolution contre l'Algérie. Après la Commune, c'est pareil. La Commune, il y a eu quand même 40 000 personnes qui ont été assassinées. Hein. Il faut se le rappeler aussi. C'était du prolétariat français. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont importé des étrangers. Ils ont importé des Belges. Ils ont importé à l'époque des Allemands. Et puis après, c'était le tour des peuples africains d'être utilisés comme ça, mais aussi des pays de l'Est, hein, parce que n'oublie pas, hein, il y a quand même 1 million de Polonais en France déjà en 1918, hein, tu vois. Et donc après, on était censé servir la bourgeoisie française. Ça s'est pas passé comme ça, grâce au Parti communiste et au fait que les minorités polonaises en France ont été, une bonne partie d'eux ont été quand même organisés par le Parti communiste, que ce soit les mouvements, le Parti communiste polonais ou le Parti communiste français, et on a plutôt participé à la résistance française, et puis après, à la création de l'État Pologne populaire. Donc, oui, voilà. mais moi je pense que le truc que tu as dit, c'est quelque chose d'autre que les stratégies qu'on observe depuis. Je pense que ça commençait en guerre en Vietnam, mais peut-être avant. Et c'est toujours le même truc. Qu'il y a les guerres, que les impérialistes supportent les Vietnamiens en Sud. Ils disent faut faire tous, envoyer les armes, envoyer de l'argent pour aider les démocratiques en Vietnam du Sud. Et un jour, Américains se sont dit bon, on va quitter les comment ça s'appelle les capitales. C'était Saigon. Oui, Saigon. Saigon. On va quitter Saigon et c'est bon. On n'a rien à foutre avec eux. Après, on a C'était plus vu. compliqué que ça, mais bon, je t'explique. Oui, mais après, il avait les situations pareilles en Afghanistan. Pendant 20 ans, ils essayaient de construire l'État colonial en Afghanistan. Et un jour, Biden a décidé, bon, on rentre. On rentre et après tout le monde a vu les scènes sur les aéroports avec toute cette collaborée qui pendant 20 ans travaillait avec les Américains. Et un jour il était laissé, bon maintenant c'est votre problème. Vous devez régler votre problème avec Taliban sans nous. Nous on s'en fout. Alors, c'est vrai que la guerre, en ce moment, je suis en train de lire beaucoup de livres sur l'ancienne Indochine, actuelle Vietnam, n'est-ce pas? Là, par exemple, c'est un livre d'un espion français qui a trahi, qui a participé à la recolonisation de l'Indochine par la France en 1944, et puis qui après est passé côté américain. Il est devenu un agent de la CIA, après même contre la France de Gaulle. Très intéressant ce bouquin. Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la France a colonisé, on appelait ça l'Aman à l'époque, donc l'Indochine, dans les années 80 du 19e siècle, aussi parce que la bourgeoisie européenne a poussé la bourgeoisie française dans cette direction pour l'empêcher de se dire on va faire la guerre à l'Allemagne pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'était très important. C'était comme pour l'Algérie d'ailleurs. La bourgeoisie française colonise l'Indochine, ce qui lui permet d'avoir un bon saut, un jump vers la Chine. Il ne faut pas oublier que c'est la Chine. Le Vietnam n'est pas aussi riche que la Chine. Les Anglais colonisaient la Chine, les Américains colonisaient la Chine, et les Français s'y sont mis aussi.
Et effectivement, tout ça, la France le perd. Les mouvements d'indépendantistes vietnamiens, ils commencent avec le Parti communiste français, puisque Ho Chi Minh est formé et Giap sont formés en France par le PCF dans les années 20 et 30. Et après, ils s'autonomisent. Ils créent leur propre mouvement dès les années 30, tu vois. Et ils commencent à faire déjà Oui, oui. leur maquis Mm. du Nord-Vietnam pendant la guerre, profitant du fait que la France est affaiblie, puisque la France elle-même est occupée par les nazis. Certes, l'Indochine reste vichiste, faut pas oublier, et elle est sous la pression des Japonais. En fait, les Japonais entourent l'Indochine vichiste. Il n'y a pas de gaullistes quasiment en Indochine, c'est vraiment les vichistes qui gardent l'Indochine. Et Ho Chi Minh, je te raconte ça parce que c'est très intéressant. Il est dans le nord à la frontière chinoise. Donc à un moment donné, les Anglais, pas les Américains, se disent on va quand même utiliser un peu ça pour contre la pression contre les Japonais. Et c'est à l'époque, Chiang Kai-shek, qui est aussi dans le sud de la Chine, est quand même très soutenu par les Américains. Et en réalité, les Américains utilisent Chiang Kai-shek et ses services pour essayer de reprendre l'Indochine, c'est-à-dire chasser les Japonais et mettre la main pour chasser les Français finalement. Donc là, après, il y a toute une lutte. Quand les gaullistes, la France est libérée, les gaullistes arrivent au pouvoir en 1944, ils essayent de dire aux Américains, mais non, on va quand même reprendre l'Indochine qui est à nous. Et c'est déjà la lutte entre la France et les États-Unis pour l'Indochine. Là-dessus, heureusement, Ho Chi Minh n'était pas stupide, il prend lui le pouvoir, il arrive à occuper le Nord-Vietnam contre les Japonais tout seul, en 1945, tu vois, c'est du 9 mai, le 9 mai 1945, les Américains les Japonais occupent toute l'Indochine, ils emprisonnent même des gaullistes et des Français, des colons français, tu vois. Ho Chi Minh arrive, les Américains n'aident pas du tout les Français à reprendre le pouvoir, ils laissent les Japonais arriver. À ce moment-là, c'est vraiment Ho Chi Minh et c'est les Vietnamiens communistes qui arrivent à occuper le nord du pays. Là-dessus, il y a une négociation. Les gaullistes acceptent cet état de fait. Ils l'acceptent, mais les gaullistes restent au pouvoir que jusqu'en janvier 1946. Et c'est fini après. Hein. D'ailleurs, le maréchal Leclerc, celui qui a libéré Paris, lui-même a négocié avec Ho Chi Minh. Et après, il meurt dans un accident d'avion bizarre. Et profitant après du départ des gaullistes, après les Américains se disent on va reprendre tout le Vietnam en fait, on va pousser les Français dehors qui gardent encore le Sud-Vietnam et on finira par se débarrasser de Ho Chi Minh. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi, mais ça a quand même duré quasiment. Les Américains arrivent en Indochine pour entre guillemets aider les Français, mais en réalité les dominer, dès 46-47, et ça je l'ai appris dans ce livre. Les services secrets français pour l'Indochine sont financés entièrement par les Américains dès 1949-50. Et en réalité, quand Dien Bien Phu arrive, c'est-à-dire la défaite française, les Américains sont très contents de ça. Parce que ça leur permettra de mettre la main sur le truc. Je sais que l'histoire est beaucoup plus compliquée que moi j'ai dit pendant que j'ai dit ici. Moi, je simplifiais pour que quelqu'un puisse mieux comprendre. Que à 95, à 75, les Américains sont trahis les Vietnamiens du Sud et ont quitté les Saigon. En 2021, ils ont trahi les alliés en Afghanistan et laissent ces gens de mourir toutes seules contre les talibans. Et je suis sûr qu'à 2024, ils vont quitter l'Ukraine. Ils vont quitter l'Ukraine, ils vont quitter Kiev. Je sais pas exactement quel mois, mais je suis sûr de ça. Et parce que moi je suis sûr, déjà ça c'est mon message pour les Ukrainiens aussi qui peut-être regardent ça. Écoutez, faut mieux maintenant que c'est vous débarrassez Zelensky et finissez cette guerre. Parce que de toute façon, Occidentaux maintenant, il est en train de chercher d'autres idiots à votre place et prépare une nouvelle guerre. Vous êtes les Ukrainiens étaient en mode à 2022. Mais c'est fini, c'est fini. Non, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et c'est à nous aussi, mais ce qui serait bien, c'est que nous, on reprenne le pouvoir en Europe, tu vois. Enfin,
il faut qu'on arrive à se débarrasser de cette espèce de tutelle de la bourgeoisie mondialiste sur tout le continent européen. Ce que j'essaye de dire avec cette histoire d'Indochine, c'est qu'en réalité, ces guerres, la mainmise sur l'Occident européen, elle date quand même vraiment de 44, tu vois. C'est-à-dire que il n'y a même pas de bourgeoisie occidentale. Elle est complètement manipulée par les services secrets, tout le complexe militaro-industriel américain. Donc il faut que physiquement, on arrive à se dire qu'on veut réellement que les Américains quittent l'Europe. Et puis après, de toute façon, les problèmes ne seront pas encore résolus parce que tu as la bourgeoisie allemande aussi qui voudrait contrôler l'Ukraine, tu as la bourgeoisie française. Bon, si tu veux, ça ne sera pas encore tout fini. Mais déjà, si on arrivait ici se débarrasser des Ukrainiens, on compte sur vous, des Américains, on compte sur vous, les Ukrainiens. Effectivement, non, non, on compte pas. La vérité, c'est que effectivement, les Américains peuvent se dégager de l'Ukraine. Mais bon, mais il faut montrer autre chose. Donc il faut qu'on voilà, il faut qu'on soit plus offensif pour exiger réellement que les États européens soient indépendants. Les Taïwaniennes. Les Chinois ont Taïwan. Soyez pas stupides. Ne faites pas les trucs comme Ukraine. Parce que. Ouais, ne faites pas ça parce que c'est vraiment, ça n'a aucun sens de toute façon. Et puis de toute façon, vous perdrez. N'attaquez pas la Chine.